Chapitre 4. Les usages typographiques dans l'art engagé. La lettre dans la création graphique et plastique permet aux œuvres de se pourvoir d'une posture singulière et notamment de devenir le vecteur manifeste à l'encontre de la société. À 11h50, le mercredi 7 janvier 2015, Joachim Ronsin diffuse sur Twitter ce qui est devenu le manifeste de notre liberté d'expression, Je suis Charlie. Il dit « Je n'avais pas beaucoup de mots pour exprimer ma peine, j'ai juste eu cette idée de faire ce Je suis Charlie en référence à l'ouvrage jeunesse Où est Charlie ? Joachim Ronsin reprend le lettrage de la têtière de l'ouvrage symbolique du magasin Charlie Hebdo, typographie Block Bottle Condensed. Le fond noir est l'expression du deuil, le lettrage utilisé représente des inégalités, ce qui traduit d'une revendication. En 1996, Catherine Zask exploite ce lettrage dans une série d'affiches intitulée Coup de gueule. Pour soutenir la société des artistes-auteurs en pleine revendication avec l'ambition de visuellement faire un bruit, et d'après des lettres manuscrites que l'on trouve sur les pancartes des manifestants, historiquement, la lettre a toujours été exploitée pour protester à partir du moment où l'écriture est rendue obligatoire. En 1926, Jérôme Peigné déclare « La typographie est le seul art ayant la discrétion pour principe avec la force d'un cri ». Dès le XIXe siècle, lorsque le roi Louis-Philippe est intronisé, la presse satirique privilégie la composition typographique pour critiquer la monarchie en place et éviter les illustrations ostentatoires. Charles Philippon, responsable du Charivari, compose ses textes en forme de poire pour ne pas être inculpé pour caricature mais laisse à deviner sa colère. Depuis ce fait, la tête est devenue un objet invisible d'investigation qui nourrit la créativité des artistes. Artiste numéro 1, Youssoufa Mabiki, né en 1979, toujours vivant. À la sortie de son titre, Éric Zemmour porte plainte pour menaces de crime et injures publiques. En réaction à un vers, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Ces paroles avaient été réalisées après que ce dernier ait dit « Le rap est une culture incarnée par des illettrés ». En première instance, Youssoufa Mabiki est condamné mais fait appel. Les médias se chargent de l'affaire que Éric Zemmour continue d'alimenter. Youssoufa est relâché en 2011 au motif que ses propos n'exaltent pas les limites de la liberté créative. Dans l'intervalle des deux procès, Youssoufa rédige un titre riposte, Menace de mort. Menace de mort est un clip en kinétique typographique diffusé en 2011 et réalisé par le studio Whitechapel. Le rappeur veut faire entendre sa version des faits et témoigner de son engagement contre la non-violence. Il dit « Je n'ai ni envie de le tuer ni envie de le priver de ma liberté d'expression ». Chaque parole est illustrée par un lettrage référencé. Au-delà des qualités visuelles que nous offre le clip, il permet de mettre face aux contradictions de Éric Zemmour. Il témoigne du barrage culturel du rappeur. Le texte lisible témoigne de sa capacité d'écriture. La composition du texte le rend intelligible pour donner à voir que le rap n'est pas qu'une catégorie sociale. De plus, il démocratise le rap. Pour les rappeurs, la mise en valeur de leurs textes dans les clips devient incontournable pour lutter contre les préjugés du rap. Artiste numéro 2, The Girl Effect, en 2009 par ONG Care. Campagne multi-support, conditions des femmes et des filles, l'ONG Care en 2009 lance donc une campagne de sensibilisation donnant à voir les conditions des femmes et des filles dans le monde. The Girl Effect se décline sous forme de print et d'animation vidéo. Pour l'œuvre The Girl Effect, sa particularité est de faire appel à une typographie graphique. Le clip vidéo de 5 minutes va permettre de forcer l'attention du spectateur puisqu'il présente une notation évolutive. Pour la première fois dans le monde de la communication de ONG, aucun visuel réaliste n'est exploité. Les impacts de ce choix de campagne vont être de se démarquer des autres ONG et de toucher un public plus large, plus moderne, de toucher des jeunes comme des personnes plus âgées. De plus, cela permet de ne pas stigmatiser et de faire cesser les préjugés sur la précarité, ainsi permettre à chacun de s'identifier dans le message. Artiste numéro 3, Mustapha Oulouzi, né en 1971. Mustapha Oulouzi déploie son œuvre autour des supports publicitaires. La matérialité et la fonction de l'enseigne publicitaire évoluent au travers des époques, mais son existence est avérée depuis l'Empire romain. Lors des fouilles à Pompéi, les archéologues découvrent des peintures murales illustrant des activités commerciales. Au Moyen-Âge, dans un souci de disposition des bâtiments, les habitants disposaient d'une enseigne, moyen d'identification. En 1830, c'est avec l'art nouveau que l'affichage publicitaire devient un art à part entière. Les peintures affichistes se distinguent par leur réalisation. Par exemple, Alphonse Mucha en 1939. Si aujourd'hui, l'affichage publicitaire résulte d'un art appliqué, la stratégie publicitaire est différente. Mustapha Oulouzi se réapproprie l'esthétique de l'affiche. Pour en investiguer ses avantages sociaux, l'artiste investit l'espace publicitaire en explorant la résonance des mots au-delà de leur apparence formelle. Flyposter, créé entre 1998 et 2008, manifeste
son désenchantement de la vie culturelle au moyen de son nom. L'art est valorisé par le nom et non par sa juste valeur. Ces affiches ne donnent à voir que son nom typographique dans des styles différents pour que son nom soit identifié. Ces affiches ne répondent à aucune construction logique, la taille est différente en fonction des supports. Pour son lettrage, l'intention est de capter l'intention du passant. De cette manière, le spectateur identifie un nom plutôt qu'un univers artistique. C'est un acte d'autopromotion qui questionne et dénonce la marchandisation de l'identité de l'artiste dans la société moderne. Il revendique le nom de l'artiste et la qualité de l'œuvre qu'il produit. Affichage sauvage afin que les médias témoignent du nom de Mustapha Oulouzi pour que le public demeure intrigué et reconnaisse ce nom comme une marque. Artiste numéro 4, Glenn Ligon, né en 1960, toujours vivant. Depuis les révolutions avant-gardistes telles que Dada et Fluxus, les artistes emploient le langage dans un souci de définition de l'art et de ses fonctions, mais également en questionnant l'environnement sociopolitique. Ligon est un artiste conceptuel qui inscrit son œuvre dans le champ du langage en s'appropriant des textes sur lesquels les spectateurs se questionnent sur le sens caché de ces textes. Il est afro-américain, il a connu dans son enfance les lois de la ségrégation à l'égard de la communauté noire et va utiliser sa propre vie comme point de départ à ses investigations plastiques. Il questionne la notion d'identité dans son travail et va s'appuyer sur de nombreux textes de Zora Neale Hurston, romancière anthropologue afro-américaine issue du mouvement Harlem Renaissance, qui est un mouvement artistique pluridisciplinaire entre les deux guerres dans le quartier de Harlem aux USA et qui ambitionne de promouvoir la culture noire dans les sociétés occidentales. Son travail s'appuie sur des problématiques sociales liées au genre, telles que le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique. Il questionne comment ces couches de la population sont représentées dans l'art. Ce qui prédomine l'ensemble de son œuvre, dans la couleur de sa peau et les souffrances liées à ça, un manifeste contre les discriminations ethniques et sociales. Réalisé en 2005, Negro Sunshine fait partie d'une série d'installations. À cette époque, les USA ont toujours eu un homme blanc pour gouverneur, 2008, début du mandat d'Obama. Cette œuvre est une installation au néon qui reprend la phrase issue du roman Three Line de 1909, destinée à ironiser sur la vie d'une protagoniste métisse employée comme femme à tout faire dans une maison de blancs. Dans cet ouvrage, Negro Sunshine devient un gimmick qui va justifier chaque malheur de la vie de cette protagoniste. Ce fragment de texte fait référence au discours raciste que les blancs profèrent à l'encontre des noirs et selon lequel si l'homme noir n'a pas d'emploi digne de celui d'un blanc, c'est parce qu'il est trop feignant pour travailler. De cette installation, le néon projette sa lumière non pas face au spectateur, mais le long du mur sur lequel il est accroché. Les lettres sont reliées les unes aux autres par des câbles laissés apparents et donnent l'illusion au premier abord que l'œuvre est inachevée. Le haut des lettres est à moins de 1,30 m du sol, pour rappeler au spectateur blanc que dans la société, l'homme noir, lui, est toujours inférieur. La peinture noire apposée sur le néon n'éblouit pas son contemplateur. Ligon tend à dire de cette manière qu'avant d'être perçu comme un personnage brillant, l'afro-américain est avant tout comme une personne noire. La lueur chaude qui se diffuse du néon vise à ne pas agresser mais plutôt à rassurer. Une manière de dire que si l'on prend le temps d'apprendre à connaître l'homme noir, il n'est pas plus effrayant qu'un homme blanc. Ainsi, les fils pendant sous le texte vont inciter le spectateur à vouloir passer son chemin, puis à finalement s'arrêter pour contempler au regard de la lumière qui se diffuse, tout comme un homme blanc voudrait d'abord passer son chemin avant de lui parler. Artiste numéro 5, John Latham, né en 1921, mort en 2006. L'art conceptuel, à partir de la fin des années 60, prédomine la sphère artistique. Il en résulte des productions plastiques sans aucune portée esthétique et dans lequel le texte trouve sa légitimité. Le texte acquiert donc un statut égal à celui des autres arts visuels. Sol DeWitt dit « Si les mots sont utilisés et qu'ils servent un propos artistique, alors ils sont eux-mêmes de l'art et non de la littérature ». Cette période artistique conduit donc les artistes à une manipulation physique du langage, au bénéfice d'une démarche purement intellectuelle. Les mots ainsi utilisés dans les œuvres offrent des clés de lecture aux spectateurs, ce que les peintres modernistes ne permettent pas. Clement Greenberg, né en 1909, mort en 1994, est un critique de l'art incontournable aux USA qui théorise le modernisme. Selon lui, le modernisme est une préconisation aux artistes de purifier leur art. Il entend par purifier de privilégier une pratique plastique purement esthétique, dénuée de toute intellectualité. Sa théorie revendique donc l'abandon de toute notion de concept dans l'art et rejette toute démarche plastique à portée sociologique, biographique, subversive. La peinture moderniste revendique alors la planéité de l'art, c'est-à-dire une œuvre en une seule dimension, uniquement une dimension visuelle. Greenberg s'oppose alors au décloisonnement des disciplines artistiques et considère une œuvre comme étant de l'art uniquement au regard de son aspect visuel et formel. Cette théorisation par Greenberg influence le monde de l'art, de laquelle va naître une guerre entre les plasticiens conceptuels, Pollock versus Fluxus par exemple. Art and Culture réalisé en 1966.
Il s'agit d'une performance collective dans laquelle résulte une valise comprenant un ouvrage, des pages arrachées de l'ouvrage et des fioles médicinales dans lesquelles se trouvent les pages recrachées de l'ouvrage puis distillées de ce même ouvrage. L'artiste est professeur à Londres et invite ses étudiants à produire une réflexion critique sur l'essai de Clement Greenberg à propos du modernisme. Cet ouvrage intitulé Art and Culture préconise l'abstraction de l'art pour éviter toute intrusion politique dans les œuvres. Il inscrit sa pratique dans le champ du conceptuel et s'insurge de l'impact de cet ouvrage dans la société. Il considère le texte de Greenberg comme étant une vision réductrice de l'art. Pour la dame et ses étudiants, l'essai de Greenberg incarne le dogme de la pensée unique et matérialise un système de savoir qui dicte à la société la manière de penser. Une à une, les étudiants vont arracher les pages de l'ouvrage pour ensuite être mâchées afin qu'en résulte une bouillie. Cet amas de pages est ensuite collecté, puis une fois distillées, elles sont stockées dans des fioles médicinales. La médecine de tout temps incarne le savoir absolu que personne n'ose contester. L'acte de régurgiter les pages de Greenberg ironise avec une société qui recrache un savoir sans qu'aucune réflexion ne soit portée sur ses connaissances ingurgitées. Avec cette performance, la TAM manifeste sa volonté de mettre fin à un système de pensée unique dont seules les élites de la société intellectuelle sont permis d'en dicter les fondements. Selon la TAM, le discours de Greenberg vise à brider l'autonomie créative des individus dans la société. Artiste numéro 6, Aldo Chaparro, né en 1965. En 1970, Robert Indiana réalise la sculpture Love. Cette sculpture devient alors emblématique. Elle est icône d'une génération qui prône l'amour libre. Love est conçue comme un antidote à la réaction de la guerre du Vietnam. Elle incarne donc publiquement le sexe, sans complexe, à une période qui s'ouvre aux libertés jusqu'à l'échangisme et à la libération sexuelle de la femme. Love s'inscrit dans le pop art en faisant du mot amour une œuvre populaire. Puta, réalisé en 2008. Il s'agit d'une sculpture en acier poli. Les 4 lettres de Puta s'agencent comme celles de Love. Chaparro choisit ainsi la provocation et nous dit au travers de cette œuvre qu'il existe d'autres mots pour réprimer la société. Pourquoi faire l'apologie des 4 lettres Love lorsque l'amour n'est pas le sexe? Il dénonce aussi l'hypocrisie d'Indiana et tend à donner à voir explicitement le sexe. Pour Chaparro, le sexe explicite d'une génération sans complexe doit être textuel et non graphique. C'est la raison pour laquelle il supprime les couleurs dans sa sculpture et qu'il choisit un matériau dans lequel chacun peut y voir son reflet. Il invite le spectateur qui s'adonne au sexe libre à se regarder tel qu'il est vraiment. Le rouge utilisé exprime la passion et est remplacé par le reflet de chacun. Il devient alors l'interprétation intellectuelle de la prostitution et se revendique comme le manifeste face à la prostitution textuelle et par expansion littéraire. Il dénonce alors l'hypocrisie des mots dans la société, la place dans la lecture de la société intellectuelle, le consommateur, gloire des autres au texte sans valeur. Peu importe le texte, il est important de lire, alors que la critique fustige ses romanciers pour les ménagères de 50 ans. Il s'agit de redonner aux mots leur pouvoir de vérité dans une société qui les manipule pour dénaturer leur fonction première. Son œuvre va donc être déclinée en différents termes, 4 lettres telles que suck, comme, deal. En 2012, Chaparro est récompensé par la critique et est considéré comme le premier travail typographe entre l'illustration et l'art. Il dit emprunter le chemin auquel Indiana s'est refusé, le sexe explicite par le texte. Artiste numéro 7, Melchior Ascaride, né en 81. En novembre 2011, au Luxembourg, un homme gay est brûlé vif par son voisin au motif de son orientation sexuelle. Ascaride, choqué par cette histoire macabre, se questionne sur la réalité homophobe en France. Il entreprend une recherche sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle il découvre rapidement l'importance de l'homophobie en France. En 2013, il réalise une composition typographique print, Ravage, qui vise à dénoncer la propagation de la haine au moyen des réseaux sociaux. Cette composition reprend les tweets homophobes retrouvés sur la toile avec le hashtag « Si mon fils est gay ». La violence de ces propos, consignés sur la toile, paraissent invraisemblables et l'artiste impose ainsi le rapport 2012 de 505 homophobie pour parler de la véracité de l'homophobie. Les propos sont hiérarchisés sur la toile de façon à ce que les tweets moins violents soient les plus visibles pour ne pas heurter la sensibilité de ceux qui ne souhaitent pas lire le texte. Artiste numéro 8, EZK, né en 1972, toujours vivant. Le street art est né aux USA dans les années 70 et en Europe dans les années 50. Lors de sa création, cette nouvelle forme d'expression urbaine est promue au rang de mouvement artistique. Le street art investit les surfaces qu'offre la ville et déploie un panel de techniques diverses. Pochoirs, stickers, mosaïques, peintures, lettrage, figuration, installation, etc. Le 19 novembre 1989, chute du mur de Berlin, les habitants de l'Est peuvent enfin s'en rapprocher et réalisent que la jeunesse de l'Ouest en a fait sa proie pour exprimer son mécontentement. Le mur côté Ouest est recouvert d'éléments de protestation, caricatures, slogans, BD, dessins satiriques, poèmes, etc.
Pendant longtemps, le street art est vu comme un art bâtard, mais la critique le voit déjà comme un art engagé, permettant une interaction avec le riverain et qui revendique la liberté d'expression, qu'elle soit poétique, romantique, humoristique ou satirique. Rédigé ou non, le message du street artiste est inspiré de la situation sociopolitique et se dote de l'engouement du street art. Particularité à chacun, le tag est interdit alors que le street art apporte une valeur culturelle. Dans l'exposition éphémère Tour Paris 13, Paris s'est doté du statut de capitale mondiale du street art. Cet événement a permis à plusieurs centaines de street artistes de déployer leur art. Il a permis à la ville de Paris de mettre au grand jour la singularité de ces street artistes et une particularité de plus pour la ville de Paris. C'est encore à ce jour la plus grande exposition de street art. Art Against Poverty, en 2014, graphe qui consiste à s'emparer de logos de grandes marques, inégalité sociale dans le monde. EZK s'est inspiré d'un programme de télé-réalité diffusé aux USA qu'il découvre avec effroi, scène du Bangladesh, d'une petite fille qui creuse dans la terre pour manger, enchaînée d'une publicité Dior, le contraste est choquant. L'émission présente un plan séquence d'une scène de vie de 1 minute, le tout sponsorisé par un annonceur. Cette série témoigne de la révolte de l'artiste qui exprime son indignation face au décalage qui oppose les deux réalités de ce programme court. Avec Art Against Poverty, il cherche à provoquer et à questionner les passants pour interpeller sur les inégalités sociales de plus en plus présentes dans le monde. De plus, référence à la disparition de la middle class, il cherche à investir principalement des ruelles pour créer un électrochoc visuel. EZK se fait donc connaître partout en Europe par les punchlines de cette série. Dans quel monde vit-on ? Pas de quartier, Dior est déjà condamné, ou Kalachnikov.